Je prends connaissance de la ville. Je l'explore. Elle est différente de celle que j'ai quittée, habitée par de nombreuses populations de rats. Je suis chassé à plusieurs reprises. La poursuite ne dure jamais longtemps car ils évitent le combat ouvert. Il est facile ici de se procurer une nourriture abondante, les décharges regorgent d'ordures. Les placards à provisions des épiceries et des restaurants sont aisément accessibles, de même que les marchés couverts, les boutiques de fruits exotiques, les greniers pleins de froment et de blé. Les rats peuvent se remplir la panse sans rencontrer d'obstacles. C'est une ville magnifique, la ville de la mangeaille, la ville de l'assouvissement. Tel est du moins le souvenir qu'ont laissé dans ta mémoire les premiers jours que tu y as passés. Mais à présent, une inquiétude nouvelle s'installe, car même ici, au plus profond des caves, on perçoit une certaine nervosité, une atmosphère pleine de crainte, de pressentiments. Les bruits d'explosion, les détonations qui font trembler la terre et vibrer les murs sont encore lointains, très lointains, mais ils se rapprochent, je le sens nettement. J'ignore ce qu'ils signifient et dans quelle mesure ils représentent pour moi une menace. Avant de m'endormir, je prête une oreille attentive à ces étranges bruits venus du fond de la terre et j'essaie d'en deviner le sens, l'origine. Les échos lointains ont cessé de se rapprocher, ils se sont interrompus. On dirait ces coups de tonnerre qui, après la foudre, roulent au-dessus de la ville. Pourtant, ce ne sont pas des grondements d'orage, mais des bruits d'une autre sorte, pesants, oppressants. Ils secouent la terre, les immeubles jusqu'à leur fondement. Le pressentiment d'une menace suscite chez les rats des réactions violentes. Ils souffrent d'insomnie, se mettent à négliger le danger, s'attaquent sans réfléchir à des animaux plus forts qu'eux, déplacent sans arrêt leurs pénates, adoptent un comportement différent de celui qui les caractérise habituellement. Ton inquiétude s'accroît encore quand tu vois les hommes pris de panique abandonner la ville. Beaucoup de logements restent vides. Tu en profites pour t'aventurer dans des quartiers inconnus, aérés et baignés d'une lumière vive. Tu apprends à reconnaître des meubles et d'autres objets humains, lits, divans, tables, bibliothèques, armoires, buffets, chaises, stores, rideaux, lampes. Tu visites des chambres, des cuisines, des salles de bain. Tu t'aperçois que tu peux t'introduire dans chaque maison, soit par le système de ventilation, soit quand il est grillagé par le conduit des WC, une possibilité que tu viens seulement de découvrir. Pour sortir, il suffit de descendre à l'intérieur de la cuvette, de nager à travers la couche d'eau vite franchie, puis un large tuyau te conduit vers l'égout le plus proche. Par la suite, cette connexion très simple entre les habitations humaines et l'univers souterrain te sauvera plusieurs fois la vie. Les grondements ont repris plus intenses, ils viennent des confins de la ville. C'est précisément dans ces circonstances, oui, c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que ton plus grand ennemi, l'homme, n'était en réalité une créature faible et vulnérable. Il a surgi à l'intérieur du souterrain. Il tenait à la main une lampe de poche qui projetait une lumière incroyablement crue. Il marchait vite, sa silhouette voûtée obstruant l'estroit passage qu'empruntaient les rats dans leurs allées et venues quotidiennes. Sur sa tête, il portait un casque qui reflétait la lumière. Inquiet, tendu, les rats couraient à côté de lui, se faufilaient entre ses jambes, effleuraient son casque ou ses bras. L'homme accélère l'allure. Soudain, on entend le couinement aigu d'un rat écrasé. Ce souterrain conduit à une cave très profonde dont les hommes ont depuis longtemps condamné les issues et oublié l'existence. Il ne reste plus qu'un escalier débouchant sur un mur de briques aveugles. Nous seuls, les rats, connaissons l'existence de nombreuses sorties inaccessibles à l'homme. La cave fourmillait donc de rats et la soudaine irruption de l'homme a créé une confusion extrême. Il s'immobilise, braque sa lampe sur le sol, distingue vaguement l'escalier et avance dans sa direction. C'est alors que nous passons à l'attaque. L'homme a atteint les premières marches, il éclaire la paroi de briques, découvre le rectangle muré de la porte
et décide de faire demi-tour et de fuir par là où il est venu. Il réussit à se débarrasser de plusieurs rats accrochés à lui en les faisant tomber, en jette un de toutes ses forces contre le mur, broie la colonne vertébrale d'un autre. Sa lampe nous éblouit. Comme il va atteindre la porte, il trébuche soudain, écrasant un petit raton encore aveugle. Folle de rage, la mère lui saute au visage. Il lâche sa lampe dont les rayons, braqués perpendiculairement au sol, dessinent à présent sur la voûte un cercle lumineux. Je me jette sur lui et le mords, tranchant l'étoffe, la peau, la chair. Il a beau se débattre, tuer et écraser tout ce qui passe à sa portée, je plante les dents dans son cou le plus profondément possible et m'introduis de force sous le casque de métal. D'autres rats font de même, le casque tombe. À genoux par terre, l'homme cherche à ramasser sa lampe de poche, en vain. Déjà, le sang lui inonde les yeux, le visage, les mains. Il gît là, recroquevillé sur lui-même, disparaissant sous la masse grise et grouillante. Il se met à crier, à pousser des hurlements, à gémir. Un rat force l'entrée de sa bouche. L'homme le coupe en deux avec ses dents, crache, puis se met à râler et se tait. Il tombe à la renverse. De tous côtés, les rats accourent.